Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le thème stratégie d'entreprise et ressources critiques. Est-ce qu'on peut aller vers l'infini et au-delà comme bosse d'éclair ou pas? Le tout, c'est effectivement de se doter d'une capacité d'approche méthodologique robuste pour pouvoir répondre à cette question de manière constructive. Alors, autour de la table, deux personnes de Carbone 4. Donc moi-même, Hugues-Marie Olagnier, je suis leader de cette pratique stratégie qui est à l'origine de cette publication. En deux mots, la pratique stratégie de Carbone 4 vise à accompagner les directions générales de nos clients, donc des entreprises que l'on accompagne, pour identifier finalement les bonnes comme les mauvaises nouvelles pour leur business quand il s'agit de projeter ce business dans des mondes et des scénarios compatibles avec les limites planétaires. L'une de ces limites planétaires, c'est effectivement le changement climatique, mais ce n'est pas la seule. Et le sujet des ressources est un sujet clé, parce que si effectivement on se met à rêver de perspectives pour son entreprise qui font exploser le besoin de ressources par rapport à ce que notre planète Terre, notre vaisseau spatial qui accueille l'humanité est capable de produire, en fait, on se raconte des histoires. À mes côtés, Antoine Crépel, qui fait partie de cette pratique stratégie, qui est le rédacteur principal de cette publication. Et je te laisse dire quelques mots te concernant. Oui, donc consultant senior dans cette pratique stratégie et donc particulièrement intéressé sur ces sujets de ressources dont on va parler aujourd'hui. Un point important, dans le chat, vous avez vu un petit message tout au long de ce webinaire. Vous n'hésitez pas à poser vos questions par l'écrit. Et un point qui est important, c'est que là, on a un exposé à peu près d'une trentaine de minutes avec Antoine pour revenir en fait sur cette publication et on va dire les messages clés, les éléments clés qu'il faut en retenir. Et puis une deuxième demi-heure où là, c'est un temps d'échange, questions-réponses avec vous toutes et vous tous. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler dans un premier temps donc, de l'exposition des entreprises françaises et européennes aux pénuries de ressources critiques pour leurs activités respectives. Et puis, une fois qu'on aura dressé ce panorama, finalement, de rentrer dans le sujet de méthode, c'est-à-dire comment on peut construire une stratégie d'entreprise qui, effectivement, inclut de manière native le sujet des risques sur les ressources. Voilà. Quelle méthode mettre en œuvre pour finalement ne pas se raconter d'histoire, comme je disais tout à l'heure, mais raconter une histoire solide et cohérente. Et enfin, le temps d'échange. Alors, si on passe tout de suite à la suite, hop, je cède la parole à Antoine pour rentrer dans le détail de ressources critiques, stratégiques et tout ça. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Voilà, merci Marie. Avant de rentrer dans ces définitions, juste un petit point d'organisation, hein, je le redis à l'oral. Si vous pouvez poser au fur et à mesure vos questions plutôt dans l'onglet questions et réponses plutôt que le chat. Comme Ah ça, oui, on aura une pardon. vision très structurée au moment du temps d'échange. On gardera toutes les questions pour la fin de cette heure à passer ensemble. Donc sur les questions, sur les définitions, pardon, deux choses, deux concepts liés mais à bien distinguer, que sont les ressources stratégiques, hein, qui sont des ressources qui ont une importance économique importante ou en termes de sécurité et de défense et qui n'est pas substituable facilement et rapidement. Et en fait, quand on parle de ressources critiques, c'est non seulement il faut cocher la case de ressources stratégiques, hein, ce sont des ressources stratégiques qui ont la particularité de présenter un risque élevé de pénurie d'approvisionnement. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est que certains métaux qui sont essentiels à la transition bas carbone sont considérés comme critiques pour l'Europe. Et c'est ça qu'on va regarder en détail dans cet exposé. Alors déjà, un premier point sur le fait que la transition bas carbone présente comme risque de nous mener d'une dépendance aux ressources fossiles vers une dépendance accrue aux métaux. Comme l'illustre ce joli graphique par flux de la Commission européenne, qui regarde à gauche le niveau de criticité pour différentes ressources, les technologies au milieu qu'elles viennent alimenter et les secteurs de la transition bas carbone ou stratégiques qui sont alimentés par ces ressources.
Et donc, on voit que voilà, il y a des ressources extrêmement critiques à tous les niveaux et différents facteurs de risque qui pèsent sur les entreprises européennes, que sont la limitation des ressources, à la fois au niveau mondial, mais on va le voir aussi au niveau de l'Europe, en termes d'extraction et de traitement de ces ressources, des concurrences d'usage entre les différents secteurs d'activité, entre les différentes entreprises aussi, une forte dépendance à l'import de l'Union européenne, on va le voir, doublée d'une concentration géographique de la production et un faible recyclage qu'il conviendrait de développer pour limiter cette vulnérabilité. Quelques chiffres aussi, quelques tendances que nous donne l'Agence internationale de l'énergie en termes de surexposition et d'augmentation de la demande de ces matériaux au cours de la transition bas carbone. Donc on voit à gauche un graphique de l'AIE qui regarde la quantité en masse de matériaux hors acier et aluminium qui sont nécessaires à des technologies de transition bas carbone. Donc on voit que ça fait x4 dans le scénario Sustainable Development Scenario par rapport à 2020 et même x6 dans un scénario de décarbonation plus ambitieux en termes de réduction des émissions. Voilà, et à droite, on a le détail par matériaux aussi. Dans le SDS, on voit quelques matériaux dont on entend beaucoup parler, le lithium, le graphite, le cobalt, le nickel et les terres rares, qui sont particulièrement sujettes à cette augmentation de la demande. Si on fait un petit zoom sur la France, l'ADEME a fait des scénarios, dans ces 4 scénarios S1 à S4, des modélisations de la dépendance aux ressources, aux ressources critiques de la transition bas carbone dans ces différents scénarios. Et donc, ce qu'on voit, c'est deux choses, qu'on a non seulement également dans ce cas-là une augmentation de la demande pour ces ressources-là, mais surtout que en fonction des scénarios qu'on se donne, et notamment du niveau de recours à la sobriété, on a plus ou moins de demandes et donc de tensions potentielles sur ces ressources-là. Donc un premier levier essentiel et extrêmement important de la limitation de la dépendance aux ressources, c'est la sobriété. Si on regarde maintenant plus en détail les risques qui pèsent sur les approvisionnements, d'un côté, on a l'augmentation de la demande, on vient de le voir. De l'autre, on a le fait que les chaînes de valeur sur ces ressources à l'échelle mondiale sont très fragmentées et très concentrées géographiquement. Donc, on a pour l'extraction de minerais des pays qui sont absolument essentiels. On voit le Chili pour le cuivre, le cobalt pour la République démocratique du Congo. Et on voit surtout que sur l'aspect raffinage et transformation, on a ce même phénomène qui est encore plus trusté par la Chine aujourd'hui. Et donc, on voit que c'est un double défi, en fait. C'est un défi en termes de résilience des économies françaises et européennes, et c'est un défi plus global pour la réussite de la transition bas carbone au bon rythme, pour garantir la capacité de tous les pays et toutes les entreprises qui ont besoin de ces ressources-là pour décarboner, d'avoir accès à ces ressources au juste niveau. Si on fait un petit zoom maintenant sur l'Europe, on voit que l'Europe a ce double risque dont on parlait sur ses approvisionnements. Alors, premier risque, une forte dépendance à l'import sur ces ressources stratégiques. Deuxième risque, une forte concentration géographique de ces approvisionnements. Et donc, on retrouve notamment dans cette carte publiée par la Commission européenne, la Chine avec notamment les terres rares. On retrouve la forte dépendance au lithium chilien et au cobalt de la République démocratique du Congo, pour ne citer quelques exemples. Deuxième aspect des risques pesant sur les économies européennes, c'est le faible niveau du recyclage, montré par ce graphique. Alors, il y a certes énormément de progrès à faire sur la structuration des chaînes de valeur du recyclage, à la fois au niveau de la collecte et puis derrière de la capacité de traitement et de recyclage, et puis la demande pour ces matériaux recyclés. Mais il y a aussi certaines limites physiques et techniques au recyclage,
notamment quand on recourt à des alliages complexes, c'est derrière difficile de pouvoir séparer les différents éléments pour retrouver des matériaux d'origine performants. Enfin, si on se penche maintenant plus spécifiquement sur les entreprises, hein, les entreprises ont de nombreux leviers d'action pour limiter leur vulnérabilité au risque d'approvisionnement, notamment sur deux grands piliers, hein. Le premier, c'est la limitation de la dépendance à la ressource, donc euh, en réduisant les besoins, avec un recours accru à la sobriété, en faisant évoluer sa stratégie, en changeant les produits et services vendus et les marchés visés éventuellement, en substituant les ressources les plus critiques et puis en faisant plus appel au recyclage, en circularisant les chaînes de valeur. Et une fois qu'on a exploité au maximum ce premier pilier, il y a un deuxième pilier qui est aussi essentiel, c'est la sécurisation de l'accès à la ressource, donc avec une diversification des sources d'approvisionnement, la constitution de stocks, la contractualisation à moyen long terme, l'intégration verticale, donc tout ce qui permet en fait de pouvoir garantir et se donner de la visibilité en tant qu'entreprise sur sa capacité à avoir accès aux ressources dont on a besoin, qui sont essentielles au fonctionnement. Et on cite l'exemple de l'industrie automobile, hein, qui est extrêmement exposée à ces risques avec le virage vers l'électrification. Donc plusieurs stratégies différentes hein, au sein de cette industrie automobile sur deux aspects. Le niveau d'internalisation de ces ressources et le niveau à quel point on va être vigilant en termes, on va avoir une couverture verticale de la matière première à la cellule de batterie. Donc plusieurs stratégies, Tesla qui a vraiment une stratégie d'intégration verticale forte et des entreprises comme Renault ou Volkswagen hein, qui vont s'associer à des producteurs de batteries, donc Volkswagen avec Northvolt et Renault plutôt avec Verkor en France. Alors, deuxième partie désormais, une fois ce contexte posé, construire une stratégie d'entreprise donc, qui intègre le risque sur les ressources. Quelle approche méthodologique? Alors, un premier élément, c'est que aujourd'hui, on identifie chez Carbone 4, très humblement, quelques limites à la manière dont on construit une stratégie d'entreprise aujourd'hui. Premièrement, souvent, on essaie de se baser sur une approche prédictive à un horizon court terme. Donc, on essaie de prédire l'avenir et de positionner l'entreprise en fonction de ce qu'on pense de ce que l'avenir sera. Et souvent, cette prédiction se fait par extrapolation plus ou moins forte des tendances observées par le passé. Malheureusement, on en voit très vite les limites et risques associés parce que toute potentielle rupture, toute potentielle rupture toute potentielle rupture à venir sur l'activité n'est pas dans ce cas-là intégrée. Et puis, effectivement, il y a des aspects de transformation structurelle comme changement climatique, déplétion des ressources, qui font que on passe un peu à côté. Deuxième point, la robustesse d'une activité. Aujourd'hui, on la mesure beaucoup avec des indicateurs économiques et on pilote la stratégie d'entreprise souvent avec des indicateurs économiques, alors que l'on voit que la résilience de l'activité d'une entreprise peut être soumise à des facteurs du type l'approvisionnement en ressources critiques pour son activité, qui, dans ce cas-là, n'est malheureusement pas intégré nativement dans la construction de cette stratégie. En se disant, bon, le marché nous permettra de subvenir à nos besoins et éventuellement avec un risque pris, mais on ne va pas au-delà de cet indicateur économique. Alors que parfois, c'est en volume qu'en fait, on peut se retrouver limité. Toute référence, par exemple, aux difficultés rencontrées par l'industrie automobile et l'approvisionnement en composants électroniques ces dernières années est bien sûr fortuite. Troisième élément, c'est que la notion de valeur, la valeur économique et la création de valeur, elle est aujourd'hui uniquement focalisée sur la performance financière. On n'a pas d'indicateur de création de valeur qui intègre les dimensions sociales et environnementales dans la définition de l'entreprise, ce qui est un vrai problème parce qu'au regard de construire effectivement l'avenir de l'entreprise en compatibilité avec les limites planétaires et plus généralement on va dire une maximisation de l'épanouissement des humains dans ce système économique n'est pas intégré. Dernier élément, les raisonnements en silo. Donc, on regarde son entreprise et éventuellement ses concurrents. Par contre, on regarde rarement en fait les dépendances fortes qu'on peut avoir, enfin fortes ou faibles, qu'on peut avoir avec les autres secteurs économiques.
ce qui conduit en fait à sous-estimer les concurrences d'usage, à sous-estimer aussi les transformations notables que certains de ces secteurs peuvent avoir et qui auraient et qui auront même des conséquences sur nos activités. Donc, avoir une vision systémique dans la construction de sa stratégie d'entreprise est absolument nécessaire dans, on va dire, le cadre chahuté dans lequel les activités toute entreprise s'inscrivent déjà et ça ne va pas aller en s'arrangeant dans les prochaines années. Donc voilà pourquoi aujourd'hui l'analyse par scénario qu'on pratique avec nos clients chez Carbone 4, c'est vraiment une approche, une démarche méthodologique très utile parce que ça nous permet de projeter dans différents futurs possibles les activités actuelles de l'entreprise et ses transformations possibles, tout en n'étant pas en vision silo, en approche prédictive, mais en approche prospective, et en intégrant des éléments de façon native, tels les limites de ressources, tels aussi les aspects environnementaux et sociaux, qui sont nécessaires à la structuration d'une stratégie qu'on pourrait qualifier de résiliente au regard de ses limites planétaires et de ses planchers sociaux. Alors, un élément plus précis, comment cette analyse par scénario permet d'intégrer nativement le sujet des ressources? C'est qu'en fait, chez Carbone 4, nous, on est à l'aise et on a développé depuis maintenant plusieurs années une analyse qui se fonde prioritairement sur les flux physiques. Alors, un exemple qui est décrit ici, c'est que tout d'abord, à l'échelle macro, on va avoir un élément physique limitant qui est le budget carbone compatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire l'ensemble, le cumul des émissions qu'on a le droit d'émettre pour ne pas dépasser les 1,5 à 2 degrés de réchauffement climatique. Ensuite, ça se traduit par des narratifs de scénarios de transition bas carbone, une description en fait de l'évolution du système socio-économique à horizon 2030, 40, 50, qui accompagne cette transformation qui vise à respecter le budget carbone de l'accord de Paris. Et puis derrière, une traduction en le volet demande et le volet offre. Sur le volet de demande, finalement, de ces narratifs peut découler des flux de demande pour les biens matériels et donc traduite in fine en demande pour les produits vendus par l'entreprise. Côté offre, en résultant du budget carbone des trajectoires d'émissions par secteur, avec donc un droit à produire pour respecter le budget carbone, on va préciser cette notion juste après, et du côté des ressources critiques, des contraintes géologiques sur les ressources critiques qui peuvent se traduire au niveau micro de l'entreprise par une limitation potentielle des capacités de production par l'impact de ces ressources. Tout ça pour décrire une activité d'entreprise qui finalement se confronte ou s'est confrontée à ces enjeux de limites planétaires, en particulier de ressources, et qui donc emporte une résilience forte à ces risques-là. Antoine, je te laisse poursuivre en nous parlant à la slide d'après finalement de cette démarche en 4 temps qui permet effectivement de regarder plus précisément ce sujet des ressources. Alors, effectivement, merci Hugues-Marie. Je précise qu'ici, on va s'intéresser plutôt au cas où on identifie des contraintes potentielles sur la capacité à produire de l'entreprise liées à l'approvisionnement en ressources. On laisse un petit peu de côté à ce stade les risques liés à l'évolution de la demande par limitation sur les ressources. Et donc, étape préliminaire aux 4 étapes qu'on va décrire, qu'on va parcourir ensemble ici, c'est d'identifier bien sûr les ressources qui vont nous intéresser, les ressources stratégiques pour l'entreprise. Donc ça, on ne rentre pas trop dans le détail, il y a différents moyens d'identifier ces ressources. On peut par exemple regarder la dépendance au chiffre d'affaires de différentes ressources ou encore la substituabilité de ces ressources pour déjà cadrer un petit peu l'exercice, définir le périmètre qu'on va regarder. Et en fait, ensuite, une fois qu'on a défini le périmètre, on va regarder les risques portant sur les ressources, qui sont de 2 types. La production sur les ressources, la capacité à produire ces ressources, et deuxièmement, la capacité à accéder à ces ressources. Et dans les prochaines diapositives, on va voir plus en détail les risques autour du droit à produire et des conflits d'usage. Deuxième étape, une fois qu'on a identifié ces risques, c'est regarder le niveau d'exposition de l'entreprise, donc à quel point, par rapport à ces risques, les approvisionnements propres de l'entreprise peuvent être touchés. Et troisième étape, c'est déterminer la vulnérabilité à ces risques. En 2 étapes, on va déjà regarder la sensibilité, donc l'impact sur l'activité de l'entreprise d'une éventuelle rupture d'approvisionnement, une réduction de l'approvisionnement en ces ressources. Et puis, deuxième pilier plus positif, cette fois-ci, c'est les capacités d'adaptation de l'entreprise, parce que l'entreprise peut faire des choses pour limiter sa vulnérabilité.
Et une fois qu'on a cette cartographie un peu complète des différents risques et de ce que ça implique pour l'entreprise, on peut définir des plans d'action pour l'entreprise. Alors, comme je le disais, premier zoom sur deux risques en particulier, la limitation du droit à produire, donc sous contrainte carbone en l'occurrence, et l'allocation entre différents secteurs d'activité pour modéliser les conflits d'usage. Donc, le droit à produire, en fait, résulte d'une division, hein, c'est ce qu'on va voir de manière plus graphique juste à la suite, mais entre le budget carbone pour la production de la matière qu'on s'autorise hein, dans un scénario de transition bas carbone défini, on va diviser ce budget carbone par l'intensité carbone de production de matière. Donc, pareil, c'est quelque chose qu'il faut projeter, et ça donne un droit à produire sous contrainte carbone. On va mettre ça en regard avec le pilier à droite sur les conflits d'usage et notamment l'allocation donc entre secteurs. Et ça on va regarder différents moyens de résoudre les conflits d'usage potentiels et donc qui va nous conduire à modéliser la demande en la matière pour les différents secteurs et d'allouer une part de cette matière accessible pour le secteur de l'entreprise. De ces deux variables-là, on pourra déduire la matière accessible pour le secteur de l'entreprise à horizon 2050. Donc ça, c'est une approche quantitative qu'on va vous montrer là succinctement. Euh, donc, sur le droit à produire, donc, comme je le disais, ça résulte d'une division entre le budget carbone et l'intensité carbone. Donc, typiquement, si on est dans un cas où le budget carbone est divisé par 5 à horizon 2050 et l'intensité carbone, on parvient seulement à la diviser par 2 à horizon 2050, ça fait un droit à produire qui doit baisser pour respecter ce budget carbone et d'un ratio de 2,5. Donc, une fois qu'on a ce droit à produire, il va falloir répartir cette ressource entre différents secteurs d'activité. Et pour ça, plusieurs options. Il y a l'approche économique, donc c'est le cas où le marché décide. Et en fait, on va regarder la capacité à payer de chaque secteur pour avoir accès à cette ressource. Et donc, c'est une optimisation technico-économique en quelque sorte. Deuxième approche potentielle, c'est d'optimiser la décarbonation. Donc, on va regarder où sont les secteurs d'activité pour lesquels la ressource a le plus de potentiel transformatif en termes de décarbonation, et on va allouer prioritairement la ressource là où elle permet de réduire le plus les émissions. Troisième approche possible, c'est la société qui décide en fait. Et dans cette approche, on définit un cadre aspirationnel partagé par la société. Donc on construit un narratif autour de ça qui permet de hiérarchiser les besoins et les appétences au sein de la société. Et c'est comme ça qu'on va venir hiérarchiser les emplois de la ressource qu'on étudie. Voilà, et donc cet exercice-là, en fonction de l'approche choisie, nous donne une évolution de la part du secteur de l'entreprise dans la demande, et couplé avec le droit à produire qui a été précalculé, on en déduit le volume de matière accessible pour le secteur de l'entreprise à horizon 2050. Donc voilà, ça c'est une illustration du risque potentiel sur les ressources et par quel biais on arrive à chiffrer, voilà, à mettre des chiffres sur la réduction et les tensions d'approvisionnement potentielles. Alors, une fois qu'on a défini et chiffré ces risques, on va vouloir calculer l'exposition. Donc, l'exposition, encore une fois, hein, c'est à quel point les approvisionnements de l'entreprise vont être touchés. Et donc là, il y a deux variables qu'on va venir combiner. C'est d'une part la probabilité que le risque se matérialise et d'autre part la sévérité, donc le niveau d'impact sur les approvisionnements si le risque se matérialise. Donc on verra à la fin des exemples pour illustrer un peu cette approche-là. Troisième étape, l'estimation de la vulnérabilité dans l'entreprise, donc qui est la combinaison entre le niveau d'exposition qu'on a calculé précédemment et le niveau d'enjeu sur la ressource. Donc, en quelque sorte, si le risque se matérialise sur mon approvisionnement en tant qu'entreprise, à quel point c'est grave pour que je puisse mener mes activités économiques. Donc, ça nous donne le niveau de sensibilité, et le niveau de sensibilité qu'on va venir combiner avec la capacité d'adaptation de l'entreprise, comme je le disais précédemment, pour déterminer la vulnérabilité de cette entreprise. Donc, plusieurs étapes qui sont illustrées ici avec l'exemple de deux matériaux A et B.
Donc, on prend un matériau A qui est vital pour l'activité de l'entreprise. Donc, ça, c'est la première colonne. Et on va regarder les conséquences, enfin, comment on peut analyser un risque sur la disponibilité de la ressource. Donc, euh, on est sur une ressource avec un rythme d'exploitation élevé par rapport aux réserves disponibles. Donc, on se dit que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande. Euh, Ça fait une probabilité de risque élevée qu'on va coupler avec la sévérité d'un tel risque. Et là, on se dit que, en fait, l'entreprise va être prioritaire en général sur la ressource disponible, donc ça fait un risque modéré. Donc on reste en fait élevé en termes d'exposition de l'entreprise parce que la probabilité du risque était élevée précédemment. On regarde ensuite la sensibilité de l'entreprise. Donc avec, comme je le disais, un matériau A qui est extrêmement important pour enfin, la conduite des activités de l'entreprise et des capacités d'adaptation à mettre en face qui sont modérées pour l'entreprise. On a, on peut recycler, par exemple, mais si on ne peut pas substituer significativement, voilà, on reste sur une vulnérabilité élevée de l'entreprise. Autre exemple sur un matériau B qui, là, serait sujet à une augmentation de prix à cause de la réglementation. Euh, on estime que 10% des approvisionnements des matériaux de l'entreprise sont susceptibles d'être touchés. Et derrière, ça nous conduit à analyser la structure de coût de l'entreprise et sa dépendance aux matériaux B. Voilà. Et on se dit que, après, on va venir regarder les capacités d'adaptation en se disant que l'entreprise est quand même dépendante de plusieurs fournisseurs. Donc, elle peut jouer sur cette diversité potentielle de fournisseurs pour limiter les risques liés à son approvisionnement. Voilà, donc on a d'autres exemples comme ça, mais qui permettent d'illustrer en fait comment on décline à chaque étape en fonction du risque qui a été choisi, le raisonnement. Donc, une fois qu'on a défini cette vulnérabilité, quatrième et dernière étape de l'exercice, c'est la définition d'un plan d'action, donc avec 5 familles d'actions qu'on peut mettre en avant ici et qui sont bien sûr après déclinées de manière beaucoup plus personnalisée en fonction des contextes clients auxquels on fait face. Mais on a la sobriété, d'une part, la circularité, donc le recours notamment au recyclage, la substitution de matière vierge par matière recyclée, la diversification de l'approvisionnement en ressources, à la fois géographique et en nombre de fournisseurs, pour avoir plus de leviers de négociation et la possibilité de se retourner si une chaîne de valeur est en difficulté, la structuration de chaînes de valeur durables, plus locales quand c'est possible, intégration plus verticale sur une chaîne de valeur et, par exemple, contrat d'approvisionnement long terme équitable, voilà, qui garantissent la confiance entre les parties. Et enfin, voilà, on peut aussi imaginer que de contribuer au développement d'un nouveau rapport aux ressources. Comme on le disait, ce sont des ressources qui sont souvent critiques pour la transition bas carbone. Et si on veut qu'elle se passe au bon rythme, il faut pouvoir avoir une vision un peu plus transversale et pouvoir partager ces ressources efficacement pour que voilà, pour que toutes les parties prenantes, en ayant besoin, puissent y avoir accès. Et donc, ça demande de mettre en place en fait des gouvernances adéquates et une transparence de l'information au sein des chaînes de valeur. Et là, je laisse la parole à Hugues-Marie pour voilà, synthétiser un petit peu ce qu'on vient de se dire et ensuite on passera aux questions. Merci Antoine. Donc, au final, 2 éléments, hein. L'analyse par scénario dans un premier temps, donc, qui est effectivement un outil puissant pour pouvoir construire une stratégie d'entreprise résiliente et plus spécifiquement avec cette démarche méthodologique que Antoine nous a présentée, une capacité à intégrer les limites physiques dans la prise de décision stratégique. Donc, parce qu'on identifie les principaux risques sur les ressources critiques et stratégiques pour mon entreprise. On est capable de déterminer l'exposition de mes approvisionnements, d'analyser la vulnérabilité et surtout de définir donc ce plan d'action et cette stratégie plus résiliente pour que finalement demain on ne soit pas surpris par tout ça. Donc, bien évidemment, ce webinaire s'appuie sur cette publication
et on a redonné en première réponse à des questions le lien vers cette publication. Ce support ou toute ou partie de ce support sera disponible aussi en ligne à l'issue de ce webinaire. Et maintenant, on peut passer aux questions-réponses et j'en vois déjà de nombreuses. Donc, on va les prendre une à une et se répartir la parole avec Antoine. Alors, j'en avais vu certaines pendant qu'Antoine parlait, donc je vais y répondre. Euh, D'abord, une question par Paul. Cette méthodologie est-elle développée par Carbone 4 ou bien est-elle un standard méthodologique aligné par les industriels, les pouvoirs publics, etc. Alors, réponse courte. L'analyse par scénario, donc qui est la méthode sur laquelle on s'appuie pour finalement pour identifier les risques et les opportunités pour une entreprise quand on projette ses activités dans des mondes qui respectent les limites planétaires, c'est une approche méthodologique qui correspond à des recommandations faites par à la fois les cadres internationaux comme la TCFD, mais aussi européens, très récemment la CSRD, pour pouvoir effectivement identifier la résilience de la stratégie de son entreprise euh, à l'évolution climatique et plus généralement aux limites planétaires. Donc on s'inscrit complètement dans cette démarche-là. Après, une spécificité Carbone 4 dans cette approche d'analyse par scénario, c'est que vous voyez, on a une démarche qui est nativement appuyée sur les flux physiques avant de traduire les conclusions en éléments économiques. C'est extrêmement important à nos yeux parce que la physique ne va pas nous tromper à l'avenir, en tout cas les lois de la physique elles ne vont pas changer. Les limites de ressources et capacités, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a le droit d'émettre pour ne pas dépasser 1,5 degré, c'est pareil, ça n'a pas changé. En tout cas, la science est très claire à ce sujet. Et donc, ce sont les éléments déterminants pour pouvoir définir finalement le terrain de jeu des possibles en termes d'évolution d'activité compatible avec ce que la planète est physiquement capable d'accueillir durablement. Et donc, c'est pour ça que approcher par les flux physiques en premier abord et ensuite, on va dire, traduire ces résultats sur les volets économiques nous semble extrêmement important. Et ça, c'est une spécificité, effectivement, Carbone 4. Tu veux prendre une Oui, je peux question? prendre une question, par exemple celle de Xavier, hein, qui pose la question de si la criticité prend en compte les gisements prouvés ou évalués en Europe qui, à ce jour, ne sont pas exploités pour des raisons de coût environnemental ou d'acceptation sociale. Effectivement, c'est quelque chose qu'on intègre dans nos évaluations, hein, qu'il faut regarder, c'est tous les gisements potentiels qu'on peut exploiter localement. Et donc, par exemple, si on décide d'ouvrir des ressources, des mines de lithium en France, il faut pouvoir le prendre en compte euh, dans les analyses, sachant qu'on va toujours mettre en face de ça les probabilités pour que, effectivement, cette extraction se fasse réellement dans de bonnes conditions et que les entreprises puissent avoir accès. Donc, on est en raisonnement prospectif. Donc, on raisonne systématiquement par scénario. On dit jamais c'est exactement comme ça qu'il va se produire. On va plutôt construire dans ces cas-là des scénarios. Et ça prend en compte la capacité à pouvoir extraire et traiter de nouvelles ressources, en particulier en France et en Europe, voilà, quand les entreprises ont des activités dans cette région-là. Alors, je vais en prendre deux d'un coup. Une question très concrète de Caroline sur avez-vous des références d'entreprise que vous avez accompagnées sur les plans stratégiques? Alors, oui, si vous êtes plus intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse mail là, que vous avez vu apparaître à la diapo précédente. On va la réafficher. Euh, le point essentiel, c'est qu'on a accompagné des acteurs, alors dans le domaine industriel, que ce soit de l'industrie lourde ou de l'industrie de transformation, dans le secteur des services également, effectivement sur on va dire, l'analyse de la robustesse de la stratégie d'entreprise au regard de ses limites planétaires, et puis la construction effectivement d'une stratégie d'entreprise qui va être plus résiliente à cela. Et Cécile a une question aussi très concrète mais après, bon, sur les références plus précises, je vous les donnerai en réponse à l'email que vous m'enverrez. Euh, Cécile, concrètement, sur quelles données d'entreprise, quanti ou quali, vous basez-vous pour évaluer des critères tels que l'exposition ou la vulnérabilité des matériaux spécifiques? Comment sont-elles obtenues? Alors, en fait, là, on se base, en fait, c'est dans le cadre d'un échange avec l'entreprise avec laquelle on travaille, de faire ce travail d'identification des ressources stratégiques. Donc, en gros, on passe en revue l'activité et les achats
nécessaires à la réalisation de cette activité, et on vient identifier, en particulier via des entretiens, la criticité finalement de telle ou telle matière, et puis en reconstruisant la chaîne de valeur telle que l'entreprise l'a structurée aujourd'hui, finalement la vulnérabilité comment dire, à l'évolution de la disponibilité de cette ressource. Donc c'est beaucoup part de l'info que vous détenez et qu'on vient, on va dire, on vient identifier surtout par de l'échange en direct avec vous. Après, on a aussi comment dire, des grilles de collecte d'informations à remplir un peu standardisées, mais parfois ça ne suffit pas pour aller au bout de la démarche. Il y a besoin d'un contact humain. Deux questions sur la modélisation. Donc, la première de Sébastien sur, au fond, comment anticiper les situations quand les ressources se raréfient et que les pays arrêtent d'exporter ces ressources et les gardent pour les besoins domestiques. Donc, c'est justement ce qu'on fait, comme je le disais, avec l'approche par scénario, c'est-à-dire on va construire différents scénarios. Un scénario où on a une fragmentation accrue de la mondialisation. Effectivement, qu'est-ce qui se passe en fait si chacun garde un peu ses ressources pour soi? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'activité de l'entreprise? Et c'est intéressant aussi de pouvoir regarder d'autres scénarios où on a un rapport un petit peu plus apaisé aux ressources, en tout cas une gouvernance mondiale ou des échanges bilatéraux qui permettent quand même voilà, de maintenir des échanges intéressants voilà, pour les entreprises. Donc ça, en fait, encore une fois, on va pas dire c'est exactement ça qui va se passer, on va construire des scénarios qui permettent de pouvoir couvrir différents futurs possibles. Et ce qui va être intéressant en fait pour les entreprises, c'est de pouvoir se préparer à différents futurs possibles en comprenant assez finement ce qui se passerait dans telle ou telle situation. Deuxième réponse pour Pierre sur les budgets carbone. Donc, les budgets carbone compatibles avec l'accord de Paris par industrie sont-ils légalement contraignants? Le seront-ils un jour? Ou est-ce indicatif encore à ce stade? Donc, encore une fois, on peut y mettre des hypothèses hein, qu'on regarde sur le caractère contraignant de ces budgets carbone. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on s'appuie sur ce qui est disponible dans la littérature pour ces budgets carbone. Ce qu'on fait en fait avec Iris, hein, il faut savoir que Carbon 4 a une initiative qui s'appelle Iris, qui vise à construire des scénarios de transition bas carbone qui permettent d'associer aussi à différents secteurs d'activité et différents matériaux des budgets carbone. Et voilà, c'est ce travail avec Iris qu'on va pouvoir approfondir à l'avenir et qui vont renforcer nos analyses. Alors, on continue avec deux autres questions. Valérie, qui dit que la méthodologie repose sur la connaissance de l'ensemble des ressources et surtout d'une gestion globale avec des arbitrages selon les usages. Mais l'entreprise ne dispose pas de tout cela. Chacune des entreprises continue de considérer son propre droit, pardon, excusez-moi, continue de considérer son propre droit, donc reste en silo, et la CSRD ne peut pas imposer à l'entreprise d'avoir une connaissance holistique des flux et des ressources. Comment faire valoir cette méthode? Parce que Valérie est risque manager. Alors, en réalité, là, effectivement, cette méthodologie, elle ne s'applique pas en réponse à une exigence réglementaire absolue. Elle s'impose, entre guillemets, dans l'entreprise plutôt comme une saine pratique d'anticipation des risques auxquels l'entreprise est exposée. Et ça, c'est absolument certain. Et pour éviter de se faire surprendre. On a eu quand même quelques petits, on va dire, facteurs de surprise ces dernières années. Le Covid et toute la désorganisation des chaînes de valeur associées à ce Covid, la guerre en Ukraine, on est en train de vivre un événement extrêmement grave aussi au Proche-Orient actuellement. Tout ça ont des impacts sur les chaînes de valeur et finalement l'accessibilité des ressources qui sont nécessaires à l'activité d'une entreprise. Il serait à l'inverse, si je prends le raisonnement par l'absurde, quasiment enfin, très risqué de ne pas se pencher un peu plus effectivement sur ces aspects de vulnérabilité et d'exposition pour se prémunir de ce type de risque. Et cette méthode permet cela. Donc voilà, Valérie, j'espère que ça vous aidera à convaincre en interne votre direction. Yves, qui nous demande la vision raisonnable de l'analyse, est-ce que c'est 10, 20, 30 ans ou plus? À nos yeux, en fait, c'est tous ces éléments. Donc ça peut être à court terme, parce qu'on voit qu'il y a des éléments de court terme. Donc l'identification de ces vulnérabilités, c'est très intéressant dès maintenant d'en avoir conscience. Et après, la structuration du plan finalement qui permet à l'entreprise de viser une résilience, Antoine l'a dit, tout ne se passe pas qu'à court terme.
parfois des actions prennent du temps à se mettre en œuvre, en particulier quand il s'agit de structurer des chaînes de valeur ou des manières de s'approvisionner différentes. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder aussi à moyen et long terme. Donc je dirais l'ensemble de ces pas de temps sont importants. Antoine? Oui, une réponse à Jeanne sur quels sont les éléments autres que les réserves disponibles à la modélisation des ressources disponibles. On intègre dans le cadre d'IRIS, par exemple. Donc, effectivement, on va conjuguer en fait les facteurs physiques, donc les capacités technologiques à extraire, les ressources disponibles tout simplement, à des facteurs plus sociaux qui vont découler du cadre aspirationnel qu'on va définir. Donc, c'est le cas pour les contraintes géopolitiques, mais c'est aussi le cas pour les contraintes qu'on va regarder sur l'aspect légal ou réglementaire. Et quand on va étudier pour une entreprise plus précise, on va pouvoir regarder les risques spécifiques sur ses fournisseurs et les risques spécifiques aussi sur ses marchés. Donc, en termes de structure de coût des fournisseurs et puis sur les marchés, comment, en fonction de la déformation du cadre aspirationnel qu'on peut observer au cours de la transition bas carbone, euh, voilà, les marchés vont évoluer et donc vont modifier la demande pour les produits de l'entreprise. Donc on essaie de couvrir un maximum d'aspects à la fois techniques et plus humains dans ces modélisations. Euh, Marilyn pose une très bonne question et qui est assez essentielle. Est-ce qu'on peut dupliquer cette approche sur la ressource eau? Alors, la réponse est malheureusement pas directement, pour une raison qui est liée à la complexité de cette ressource eau, parce qu'en réalité, c'est difficile d'avoir un raisonnement assez global sur une ressource qui en fait est très locale, que ce soit en termes de disponibilité, en termes d'usage, et en termes d'évolution de sa disponibilité et de son usage. Euh, et donc, voilà, on a sur la partie de l'eau, en fait, on ne peut pas du tout faire fi d'une analyse fine du contexte local, alors que quand vous regardez l'approvisionnement, je ne sais pas, en cuivre, en lithium ou en cobalt, en fait, vous avez cette ressource qui est localisée dans quelques endroits de la planète, des chaînes de valeur et supply chain qui vont se structurer au niveau mondial pour transformer et puis acheminer et puis consommer ces ressources. Et donc là, la démarche méthodologique qu'on propose est tout à fait compatible avec ces ressources-là. Pour l'eau, malheureusement, il faut rentrer dans un niveau de finesse encore beaucoup plus précis, localement parlant. Donc pas directement applicable, même si, je veux dire, les grandes lignes qu'on décrit en termes d'identification d'exposition, de vulnérabilité et de construction d'un plan de mitigation de ces risques restent tout à fait adaptés à n'importe quel type de ressources, dont l'eau, mais le niveau de granularité d'analyse sera nécessairement plus fin. Une, en lien avec ça aussi sur ce qu'on couvre, une question de Corentin sur sur l'intégration de la dépendance à la biodiversité et aux écosystèmes dans ces analyses-là, qui est effectivement extrêmement importante. Peut-être que tu voudras compléter aussi là-dessus, Hugues-Marie. En tout cas, il y a plusieurs manières d'intégrer la biodiversité et les écosystèmes à ces analyses. La première, c'est de regarder dans les scénarios qu'on envisage l'impact de l'approvisionnement en ressources sur la biodiversité et les écosystèmes. Donc ça, c'est voilà, première matérialité. Et deuxième aspect, c'est regarder dans quelle mesure la biodiversité et les écosystèmes sont critiques pour les activités des entreprises. Et donc, bon, moi, j'ai pas d'exemple concret d'analyse là-dessus, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait intégrer également avec ce même avec cette même approche méthodologique, en l'enrichissant bien sûr des aspects spécifiques à la biodiversité aux écosystèmes. Voilà, il faut savoir on a une pratique dédiée à la biodiversité chez Carbone 4 qui nous permet de faire ça également. Alors, ensuite, deux questions que je vais prendre. Une sur la gouvernance. Effectivement, vous avez vu à la diapo juste précédente un cinquième point en termes de famille d'action pour réduire la vulnérabilité de son entreprise, qui est ce nouveau rapport aux ressources et la gouvernance associée. Très clairement, aujourd'hui, cet aspect est une utopie. Ça n'a pas malheureusement d'exemple en place au niveau international de gestion d'une ressource vue comme un commun et qui permet de se la répartir équitablement au niveau mondial et entre les différents pays ou communautés humaines. Bien évidemment, la part d'utopie
derrière cette proposition est assumé. Le point étant, par contre, qu'on arrive à un moment dans le développement de l'humanité où on se confronte aux limites planétaires, c'est-à-dire aux limites physiques de notre fameux vaisseau spatial qui nous accueille, qui s'appelle la planète Terre et plus largement qui accueille le vivant. Si l'humanité n'est pas capable effectivement de transformer son rapport d'accès aux ressources, qui était un rapport de compétition et on va dire quasiment de prédation parfois, à un rapport de coopération pour répondre à des besoins humains, mais dans une logique de durabilité au sens large, nous courrons collectivement à d'autres pertes. Donc, effectivement, il faut parfois effectivement utiliser la force de l'utopie pour mettre ça sur le devant de la table et appliquer de façon plus pragmatique au niveau de l'entreprise. Il y avait une question sur existe-t-il des coopérations entre entreprises pour traiter le sujet d'un approvisionnement critique. Aujourd'hui, on n'en a pas de très clair en tête, mais demain, effectivement, ce sujet de la coopération et pas que de la compétition entre entreprises pour accéder à des ressources, clairement, est un levier essentiel à nos yeux à considérer en termes de famille d'action. Ça me permet ce point sur la gouvernance et la réponse que j'en ai faite de répondre aussi à Yves qui se posait la question de savoir si l'objectif de l'analyse était d'éternellement augmenter l'activité ou la limite quantitative des ressources ne suppose-t-elle pas d'envisager des réductions d'activité. J'y ai répondu en filigrane, mais je vais y répondre de façon plus claire désormais. Quand tout à l'heure je parlais de la définition par l'analyse des flux physiques, la définition du terrain de jeu des possibles en termes de développement, en tout cas d'évolution de l'activité de l'entreprise, ce terrain de jeu des possibles, il est physiquement borné par ces fameuses limites planétaires. Donc, oui, parfois, effectivement, des réductions d'activité seraient nécessaires pour respecter ce cadre de limites physiques planétaires. Et il faut qu'au niveau de l'entreprise, ce ne soit pas vu comme oh là là, vous êtes méchant avec nous que de nous dire ça, mais plutôt comme un élément factuel d'une limite à accepter. Et derrière, de se poser la question, mais comment donc on construit une stratégie d'entreprise dans laquelle notre entreprise est présente, a une activité saine d'un point de vue financier et est utile au système socio-économique qui s'est transformé pour se mettre en compatibilité avec les limites planétaires. Quelle stratégie donc formuler et mettre en œuvre pour réunir ces différentes ambitions. Je te laisse prendre une question. Oui, la question de Delphine sur est-ce qu'on peut être amené à recommander l'arrêt d'une production d'un produit inutile à la transition écologique qui utilise des ressources rares ou qui le deviendront. Et donc la réponse courte est oui. Hein, une partie de la raison d'être de la pratique stratégie, c'est de pouvoir aider nos clients à réorienter leurs activités, leur modèle d'affaires pour le mettre en compatibilité avec la transition bas carbone et l'ensemble des limites planétaires en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la transition bas carbone va amener des transformations extrêmement profondes dans à peu près sur tous les aspects du monde économique, que ce soit les façons de produire et de consommer. Et donc, il est absolument essentiel de ne pas réfléchir en termes d'activité à l'identique quand on aborde ces questions-là. On va réorienter le portefeuille produit de l'entreprise pour augmenter son utilité, sa pertinence dans la transition bas carbone, mais aussi s'assurer qu'on est toujours capable de le produire dans un monde aux ressources contraintes. Donc l'analyse du portefeuille produit de l'entreprise dans ce cadre-là est quelque chose qu'on fait et qui semble extrêmement important. Alors, Félicie nous pose une question un peu technique, mais qui est intéressante sur est-ce que ce sont des enjeux qu'on pourrait intégrer à une ACV et par la suite comme des éléments d'éco-conception. Alors, dans le cadre de l'ACV qui est très normé, j'ai quelques doutes. Par contre, sur la partie d'éco-conception, fondamentalement, oui. Parce que éco-concevoir un produit, c'est effectivement le concevoir pour qu'il ait un impact le plus réduit possible, ce produit, en termes d'impact environnementaux et sociaux également. La capacité à pouvoir le produire de façon aussi durable dans le temps, parce que les ressources appelées sont effectivement pas critiques, stratégiques, ou en tout cas pas sujets à des tensions fortes, bien évidemment, sont intéressantes à intégrer dans une démarche d'éco-conception. Donc, réponse plutôt oui pour Félicie. Olivier nous pose une question aussi assez pragmatique. J'imagine que cette analyse doit être revue régulièrement afin de prendre en compte l'évolution des contraintes, en particulier humaines comme géopolitiques, etc. Proposez-vous un accompagnement dans la durée qui inclut des mises à jour? Alors, la réponse est oui. Il s'avère que d'ailleurs,
pour un client dans le monde automobile, on a fait une analyse de ce type et on va la remettre à jour en début d'année prochaine, après quelques années, parce que forcément le contexte a évolué. Donc oui, c'est des choses effectivement qu'on fait et qui sont de toute façon, et je pense que les personnes qui sont risk managers ici ont l'habitude, cette analyse de risque est de toute façon à mettre à jour régulièrement parce que ça bouge et ça bouge vite. Antoine? Oui, question sur les données dont on a question de Cécile, hein, sur les données dont on a besoin pour évaluer les critères tels que l'exposition, la vulnérabilité sur des matériaux spécifiques, comment sont-elles obtenues. Donc, c'est un type d'analyse qu'on fait de manière très, très conjointe avec l'entreprise cliente avec laquelle on travaille parce que on implique la direction des risques, la direction stratégique dans ces analyses pour avoir accès à ces données. Donc, en fait, c'est l'entreprise qui va fournir ces données. Nous, on fait plutôt l'analyse des risques. On met dans le panorama l'ensemble des risques et des variables qu'il va falloir regarder. Ah, tu avais déjà répondu? Bon, ben, Mais vas-y, conclue, conclue. et donc, ouais, non, dans ce cas, bon, et donc effectivement, c'est l'entreprise qui va nous fournir ces données-là et qu'on va venir récupérer au cours d'ateliers pour répondre très concrètement au cours de la mission. Alors, ensuite, une autre question. Alors, hop, j'essaie de regarder. Ouais, une autre question de Régis. Comment voyez-vous la prise en compte de vos analyses scénarios dans l'approche commerciale de souscription et de pilotage de portefeuille d'un assureur orienté grand risque d'entreprise? Eh bien, le vrai sujet, c'est que enfin, vous connaissez mieux votre métier que moi, hein, ça c'est évident, mais vous, tout le sujet, c'est de savoir quantifier en fait ces risques que vous allez assurer pour le compte de vos clients. De vos clients. Il s'avère que effectivement ici, cette démarche, elle permet de venir les identifier selon la typologie d'activité de l'entreprise de manière plus précise. Donc, vous permettre potentiellement d'être, on va dire, mieux préparé au bon chiffrage de la prime d'assurance que vous devriez appliquer à la couverture des risques pour votre client. Donc ça, c'est des choses que nous, on fait côté pratique stratégie et qu'on fait aussi de manière très récurrente du côté de notre pôle risque physique et adaptation au changement climatique, qui regarde spécifiquement les risques liés aux impacts de l'évolution du climat sur les activités des entreprises, avec une méthode OCARA qui a été développée en open source par ce pôle et qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée dans le monde de l'analyse de risque. Et on a typiquement, par exemple, voilà, on fait partie de l'AMRAE. Les risk managers connaissent bien cette entité pour effectivement aider toute cette population de risk managers à beaucoup mieux anticiper ces risques physiques liés au changement climatique. Antoine? Euh, Sauf si tu en as parlé. Hein. oui, je me demande du coup ce qui, Moi, j'en ai une ce qui d'Odile. reste. Aura-t-on réellement la marge de manœuvre, sachant qu'une grosse portion des ressources stratégiques sont entre les mains de la Russie et de la Chine, cela leur donne un pouvoir de nuisance colossal. La réalité du moment vous donne raison. Effectivement, la Chine, on l'a vu tout à l'heure, détient une grande partie, alors pas forcément de toutes les ressources, mais surtout de la transformation de ces ressources en produits utilisables par des entreprises. Et ça donne effectivement un pouvoir alors, de nuisance ou d'influence, en tout cas, quel que soit le terme qu'on utilise, énorme. Le fait est qu'il y a quelques années, Carbone 4 était déjà très attaché à cette notion de flux physique et de maîtrise, on va dire, des aspects de ressources nécessaires à la conduite d'une activité. J'avoue qu'à ce moment-là, on prêchait dans le désert. Hein. Aujourd'hui, quand même beaucoup moins, parce que la réalité nous a rattrapés, que ce soit cette confrontation aux limites et puis aussi des événements géopolitiques qui font que cette accessibilité des ressources devient plus compliquée. Je les ai déjà cités tout à l'heure. Et il y a eu une forme de réveil, en particulier en Europe et aux États-Unis, à ce titre. Et en Europe en particulier, parce qu'en Europe, on était comme si, avec une approche très économique de la chose, comme si le marché, de toute façon, à partir du moment où on avait la capacité à le payer, allait nous apporter la quantité en volume de ressources nécessaires à notre activité. On se réveille avec quand même des sensibilités assez différentes entre pays européens à ce sujet. Aujourd'hui, la construction d'une capacité, on va dire, de résilience
de l'économie européenne au titre de son approvisionnement en ressources pour ne pas effectivement être dépendant de pays qui pourraient avoir des objectifs très différents des nôtres, voire des envies de nous contraindre très fortes vis-à-vis de nous, est absolument vital. En tout cas, c'est notre analyse, c'est Carbone 4, vital pour l'avenir de notre économie et de nos sociétés. Et donc, quand on parle de structuration, au point 4 que vous voyez sur votre écran, de chaîne de valeur durable, et de mettre en place une géopolitique des ressources qui passera par une capacité finalement d'attractivité des partenariats qu'on pourrait nouer avec des pays producteurs de ces ressources plus forte que ce qu'ils font déjà avec, par exemple, la Chine, est absolument structurante. Un point d'exemple concret, c'est le fait que beaucoup de ces pays veulent développer une capacité de transformation de ces ressources qu'ils ont dans leur sous-sol dans leur pays. Par exemple, sur le lithium, le cobalt, le cuivre, etc. etc. Bah, ça, ce sont des choses essentielles parce que nous, on peut avoir des capacités technologiques fortes à pouvoir apporter à ces différents pays pour pouvoir effectivement mettre en œuvre et mettre en place ces usines de transformation qui donc permettent de maximiser la valeur ajoutée dans le pays en question. Ce type de partenariat technologique et économique, clairement, doit faire partie de cette géopolitique des ressources de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne pour effectivement contrer la Chine qui arrive avec une approche plus prédatrice, qui apporte beaucoup d'argent, mais qui par contre, très clairement, garde pour elle la maîtrise finalement de la chaîne de valeur qu'elle est en train de structurer. Voilà, quelques exemples mis sur la table, mais si on ne fait pas cet effort en Europe, malheureusement, on va au-devant de quelques déconvenus. Antoine, tu as vu une réponse? Oui, il y avait des questions un peu plus techniques sur l'évolution de l'intensité carbone. Pour y revenir rapidement, pour illustrer plus spécifiquement l'exemple, si on a un budget carbone, par exemple, sur la production d'acier, on va dire la production d'acier elle doit évoluer voilà, tant d'ici à 2050 en termes d'émissions de carbone. On va regarder en face de ça dans les différents plans de décarbonation des acteurs industriels, mais aussi des scénarios de place, comment évolue cette intensité carbone dans le temps en fonction des leviers technologiques auxquels on croit et qu'on va pouvoir activer ou non suivant les différents scénarios qu'on va regarder. Et donc, en fonction de quel levier technologique on active et à quelle échéance, on est capable de reconstituer une trajectoire d'intensité carbone en kilogrammes de CO2 par kilo d'acier produit. Et en fait, c'est le quotient entre ces deux grandeurs, le budget carbone et l'intensité carbone, qui nous permet de retracer la trajectoire de droit à produire de l'acier voilà, dans le scénario de transition bas carbone qu'on s'est donné. Et c'est donc une illustration très concrète de cette fameuse, de la limitation du terrain de jeu des possibles dont je parlais tout à l'heure pour l'évolution de l'activité économique d'une entreprise. On va finir par deux petites questions. Non, par une question très rapide de Caroline. Pas bien compris votre référence sur la gestion de risque AMRAE et INRAE. Non, c'était l'AMRAE, effectivement, que je citais tout à l'heure. Et puis, Félicie et les équipementiers qui fournissent l'extraction de ces dites ressources, je pense à l'aspect social et la possibilité que les employés puissent être employables dans d'autres métiers, si ceux-ci sont amenés à disparaître. Bien évidemment, plus généralement, à la question de l'évolution de l'emploi dans ces scénarios de transformation visant à se rendre compatible avec les limites planétaires est crucial parce que ça va potentiellement beaucoup évoluer. Des gens vont perdre leur emploi, de nouveaux emplois vont se créer, des besoins de formation énormes seront nécessaires pour pouvoir faire en sorte que ces gens qui n'ont plus d'emploi retrouvent un autre emploi qui appelle d'autres compétences. C'est un sujet énorme. Là-dessus, les liens qu'on a avec le Shift Project, qui a fait un travail prospectif sur l'évolution de l'emploi dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, est assez intéressant. Je vous invite à lire leur rapport parce que c'est un sujet absolument clé. J'ai l'impression. Alors, bon, allez, dernière question, Diane, et puis après on s'arrête là, parce qu'elle est intéressante. Existe-t-il des véhicules coopératifs permettant à des entreprises de sécuriser leurs risques par des investissements groupés? On observe aujourd'hui essentiellement des initiatives portées en propre par des grands groupes, automobiles notamment, initiatives inaccessibles pour des industriels de taille plus modeste. On n'en a pas vu aujourd'hui, Yann, ce que je disais tout à l'heure en réponse à une autre question. Pourtant, ça nous semble absolument nécessaire. On a vu qu'au niveau politique, des États, par exemple pendant la crise du Covid, en Europe, pouvaient mutualiser les achats pour effectivement avoir une démarche
on va dire, collective d'achat d'une ressource qui a été très limitée, c'est-à-dire les vaccins contre le Covid. On n'a pas vu effectivement ce type de démarche se mettre en œuvre au niveau des entreprises. Et quand vous dites des initiatives portées par des grands groupes, elles sont souvent portées effectivement par des grands groupes pour leur compte propre, rarement pour le compte d'un collectif de grands groupes. Je n'ai pas d'exemple en tête, peut-être qu'il en existe, mais j'en ai pas en tête. Et donc, c'est bien cet aspect de coopération versus compétition qui a à faire évoluer, parce que sinon, en fait, chacun dans son silo, c'est un peu le dilemme du prisonnier qui va se réaliser, et on risque d'être collectivement perdant. Euh, voilà. On va s'arrêter là, parce Ouais. qu'il est midi 2 et que ça fait 1 heure qu'on parle déjà avec Antoine. On espère que ce webinaire vous aura intéressé. Vous avez ici donc l'adresse mail disponible pour pouvoir nous envoyer toutes les questions que vous n'auriez pas eu le temps de poser ou que vous auriez eu la timidité de ne pas poser lors de ce webinaire. Et bien évidemment, donc disponible pour y répondre. Et puis, bah, il nous reste à vous remercier pour votre présence et vos questions. Et à vous souhaiter une très bonne journée. Au Merci à revoir. toutes et à tous. Au Merci. revoir.